Votre dîner a été agréable. Alors, nous avons maintenant une conférence qui sera présentée, qui s'intitule Présentation du rapport du Breuil, intégration à la nation québécoise et à la culture commune. Alors, Monsieur Yannick Lacroix est professeur de philosophie au collégial et membre du comité organisateur de la cure. Il participe régulièrement à la revue Argument. Il a fourni un texte sur l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, au collectif Critique de la raison universitaire, Liberté, Savoir, Justice. Ça, c'était aux éditions Libère 2024. Et il a publié un livre sur le racisme systémique, Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec, aussi aux éditions Libère 2025. Accueillons M. Yannick Lacroix. Bonjour, merci Louis H. Alors, la présentation que je vais faire aujourd'hui précède une table ronde qu'il y aura entre 3 personnes qui sont issues de l'immigration. Et moi, mon propos, c'est de faire une lecture. Je vais tout de suite tester ça, d'ailleurs. Ça va trop loin, ça. Oui, de faire une lecture avec vous de 2 rapports qui ont été remis l'an dernier, qui n'ont pas fait trop de bruit. Et je veux essayer de pallier à ça un peu. Donc, 2 rapports qui ont été remis par le commissaire à la langue française. Donc, des rapports sur l'intégration des jeunes de 2e génération, donc des jeunes personnes issues de l'immigration, dont les parents sont des immigrés, qui sont immigrés, mais dont eux sont nés au Canada. Alors, comment ces jeunes-là se représentent-ils la question de leur propre intégration au Québec, à la langue française, à l'identité québécoise? Alors, on leur a longuement donné la parole et le commissaire a fait une méta-analyse des différentes études qui existent sur cette question-là et il en a tiré certaines conséquences qui nous intéressent au plus haut point à la cure, où on est intéressé par la question du racialisme et du vivre ensemble. Alors, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est une lecture de ces 2 rapports-là qui ont été à peine commentés dans les médias pour des raisons qui devraient vous apparaître évidentes au fur et à mesure que je vais lire des extraits. À ma connaissance, il y a Jean-François Lisée qui a fait un petit commentaire là-dessus, mais pas grand-chose de plus. Alors, ces 2 études-là, ma présentation s'appelle « Jeunes de 2e génération et mal intégration ». Mal intégration, ça c'est un peu ma façon à moi de présenter les choses, c'est que comme vous le savez probablement, c'est bien, il y a des problèmes d'intégration culturelle au Québec, à Montréal en particulier, comme partout dans les sociétés occidentales. L'intégration des jeunes issus de l'immigration se fait pas très bien, surtout au niveau socio-culturel. Au niveau économique, c'est une autre question, mais au niveau socio-culturel, ça se fait pas nécessairement dans l'harmonie. Et c'est des problèmes qui sont partout en Occident et qui se présentent particulièrement au Québec et avec une petite spécialité pour le Québec parce que l'intégration est compliquée par le fait de la majorité / minorité francophone à l'intérieur du pays qu'est le Canada. Alors, on va lire ces 2 rapports-là. Donc, les rapports, c'est les représentations linguistiques et identitaires des jeunes issus de l'immigration et la mixité dans les milieux de vie selon le groupe linguistique et la génération d'immigration. Le but du commissaire à la langue française, c'est le commissaire à la langue française. Donc, son intérêt, lui, c'est pour la question de la vitalité du français au Québec. Il veut savoir pourquoi les jeunes de 2e génération, là je répète ce que c'est, ce qu'on appelle des jeunes de 2e génération, c'est des jeunes personnes entre 18 et 30 ans, c'est des interviewés qui sont nés au Québec, mais qui sont de parents immigrants. Pourquoi donc les jeunes de 2e génération présentent un niveau d'anglotropie plus élevé que les autres? Anglotropie, ça veut dire qu'ils sont davantage attirés par l'anglais, notamment par les études en anglais. Donc, c'est des jeunes qui veulent davantage faire leurs études collégiales s'ils sont de Montréal à Dawson, aller à McGill et ainsi de suite. Et alors, cette anglotropie-là, on la constate chez tous les jeunes au Québec. Là. Tous les jeunes sont attirés par l'anglais, puis l'attraction de l'anglais est de plus en plus forte pour tous les jeunes Québécois. Mais c'est d'autant plus vrai pour les jeunes de 2e génération qui ont un niveau d'anglotropie plus élevé que pour les jeunes de 3e génération et plus. Et là, par 3e génération et plus, ça peut vouloir dire beaucoup de gens, mais on sous-entend particulièrement les Québécois dits de souche, donc de souche française.
Alors ça, c'est le but du commissaire, comprendre la tendance à l'anglotropie. Mais moi, c'est pas ça que je vais faire sortir aujourd'hui ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le cadre de cette enquête-là, le commissaire a été amené à se pencher sur une vingtaine d'études qui interrogeaient les représentations identitaires des jeunes de deuxième génération. Comment ils se représentent leur propre identité linguistique, leur propre identité culturelle, comment ils se définissent par rapport à l'identité du groupe majoritaire francophone, par rapport à l'identité du groupe minoritaire anglophone, comment ils se voient par rapport et dans le Québec français. Est-ce qu'ils se voient comme Québécois, comme Canadiens, comme Montréalais? Alors, toutes ces questions-là ont été soulevées. Et le commissaire en fait une recension d'une vingtaine d'études basées sur des entrevues semi-dirigées, donc des études qualitatives, comme on les appelle, avec des centaines de participants. Et ces participants-là, typiquement, étaient des jeunes de cégep ou des jeunes d'université. Alors, ce ne sont pas des études recensées par le commissaire qui arrivent à des résultats quantitatifs. Donc, il n'y a pas de statistiques. Donc, tout ce qu'on va dire dans le cadre de cette présentation n'est pas validé quantitativement. Ce sont des études qualitatives basées sur des entrevues, mais le nombre d'études atteint un seuil significatif. Donc, on parle ici de centaines d'entrevues qui ont été épluchées. Alors, l'hypothèse du commissaire qui nous intéresse pour expliquer l'anglotropie, nous, c'est son hypothèse qui va nous intéresser le plus, c'est que cette tendance à l'anglotropie des jeunes de deuxième génération est en partie, pas totalement, en partie reliée à un désamour du Québec. Le mot désamour, c'est moi qui le prends, c'est pas le commissaire. C'est moi qui prends ce mot-là et je l'ai choisi soigneusement. Un désamour du Québec, un rejet de l'identité québécoise et un manque d'intégration socio-culturelle au Québec français. Et je répète que tout le long de la présentation, il va être question d'un déficit d'intégration chez plusieurs jeunes de deuxième génération. C'est pas la même chose qu'un manque d'intégration économique. Alors, ces jeunes-là peuvent être intégrés sur le plan économique, c'est sur le plan culturel qu'il y a un problème d'intégration avec le Québec français. Alors, ce désamour, je fais tout de suite cette précision-là, elle me semble très importante, puis ça risque de ressortir dans le panel tout à l'heure. Ce désamour-là n'est pas universel. Donc, il y a plusieurs jeunes de deuxième génération qui disent aimer le Québec, qui s'identifient au Québec, qui veulent faire partie du Québec, qui se voient comme des Québécois. Alors, mon but ici, pour le reste de ma présentation, c'est de donner la parole aux jeunes, parce que ces études qualitatives-là, c'est des entrevues où on les questionne. Que pensez-vous du Québec? Est-ce que vous vous identifiez comme Québécois? Que pensez-vous des Québécois? On leur pose les questions et ils répondent. Ils répondent avec une franchise étonnante. Alors, je veux leur donner la parole et, dans le but de savoir ce qu'il en est, hein, c'est important de savoir comment les jeunes de deuxième génération se représentent eux-mêmes leur existence au Québec, mais c'est aussi, peut-être surtout, dans le but de comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi ce désamour existe, essayer d'en comprendre les causes. Et c'est en leur laissant la parole qu'on peut identifier les causes, parce qu'ils le disent pourquoi. Ils le savent pourquoi et ils le disent pourquoi ils ont des problèmes ou des difficultés ou des réticences par rapport à leur intégration culturelle au Québec français. Alors, mon plan, c'est de procéder en... Excusez-moi, je suis pas... Mes PowerPoint ne correspondent pas à ce que j'ai ici. Alors, mon plan, c'est de procéder en deux moments. Tout d'abord, aller voir cette malintégration, comme je l'appelle, ou ce désamour à l'ouvrage. On va aller regarder quels sont les préjugés qu'ont les jeunes de deuxième génération à l'égard du Québec et des Québécois. Les stratégies identitaires qu'ils ont, et on va regarder ça à travers leurs mots. Hein. Je vais les lire, je vais les citer. Et ensuite, on va aller regarder la question des causes derrière ces préjugés et ce désamour. Des causes identifiées par les jeunes eux-mêmes. Alors, une des causes qui est souvent nommée, c'est la différence entre les styles parentaux, entre les parents des jeunes de deuxième génération et les parents des jeunes de souche, entre guillemets. Les choix politiques du Québec. Alors, la loi 21, ça déplaît à un grand nombre de jeunes de deuxième génération pour qui c'est un repoussoir par rapport à l'identité québécoise. L'expérience de l'ignorance et de l'intolérance que ces jeunes-là peuvent vivre dans leur rapport avec les membres de la majorité. Le contraste avec le Canada anglais. Le Québec, par comparaison avec le Canada anglais, souffre beaucoup d'un déficit de crédibilité. Et la racialisation de l'identité québécoise.
On dit souvent Québécois de souche, Québécois francophones de souche, puis là, on fait comme nos Elvis Gratton dans l'avion, Québécois francophones de souche, d'expression française, nord-américain. On ne sait plus comment se nommer, mais les jeunes de deuxième génération savent très bien là, comment se nommer. Les Québécois, c'est les Blancs de souche francophones. Eux ne sont pas québécois. Il y a très peu de jeunes de deuxième génération interrogés dans ces études-là qui se réclament de l'identité québécoise. Les Québécois, c'est les Blancs francophones, c'est très clair pour eux, là. Alors, quand je veux dire Québécois, désormais, ça va toujours être sous-entendu tel que les jeunes de deuxième génération, généralement, pas toujours, l'entendent, les Québécois de souche francophone. Et finalement, on va aborder la cause essentielle de ce mésamour, de cette malintégration, telle que le commissaire l'identifie, qui est la ségrégation des groupes. Une ségrégation qui, au Québec, ne se présente pas nécessairement comme ailleurs, comme à Toronto, par exemple, mais qui néanmoins est présente. Alors, allons regarder ces préjugés à l'œuvre. Alors, les jeunes de deuxième génération ont des préjugés au sujet des Québécois. Et là, je ne ferai pas toujours la nuance. La plupart des jeunes de deuxième génération, tels qu'interviewés dans ces études, évidemment qu'il y en a qui n'ont pas ces préjugés. Ça, à partir de maintenant, ça va être considéré comme allant de soi. Mais ce sont des préjugés très répandus. Les citations que je vais lire ici, ce n'est pas ce qu'on appelle en anglais du cherry picking. Là. J'ai pas fait du cherry picking dans le rapport du commissaire Dubreuil. Ces citations-là sont vraiment représentatives de l'ensemble de l'œuvre. C'est sûr que je suis allé en prendre qui étaient particulièrement parlantes, là, mais si vous voulez vérifier que c'est pas le produit d'une sélection indue, vous pouvez consulter vous-même ces rapports-là. Vous pouvez le constater de visu. Alors, les Québécois sont ignorants, intolérants et incultes. Alors, dans les mots de Thierry, d'origine rwandaise, pour Thierry, je les trouve, les Québécois, sous-entendu francophones de souche, beaucoup trop ignorants, surtout par rapport à la géographie. Ils sont trop renfermés sur leur petit Québec. Parfois, ils ne connaissent même pas les autres provinces de leur propre pays. Néa, d'origine pakistanaise. Moi, je trouve pas qu'ils ont une culture à eux-mêmes, vraiment à eux. Si on parle du Québec, on parle de la poutine et je trouve pas qu'ils ont vraiment grand-chose en particulier comme certaines cultures. Astrid, d'origine congolaise. Un Québécois de souche, c'est un blanc francophone, très fermé d'esprit et fragile dans son identité. Pourtant, il ne sait même pas expliquer ce qu'est la culture ou l'identité québécoise. Alors, ces citations-là sont très représentatives de ce que pense un très grand nombre de jeunes de deuxième génération. Un autre préjugé qui revient fréquemment, c'est que les Québécois sont paresseux. Léon, d'origine vietnamienne, dit que ce n'est pas seulement de la paresse dans le sens qu'ils ne veulent pas travailler, mais c'est une paresse intellectuelle. Ils ne veulent pas réfléchir à comment changer leur société. Traduction libre, ça implique qu'il le dit en anglais. Karine, d'origine vietnamienne, je trouve que les Québécois se plaignent beaucoup et ils n'ont pas cette notion d'effort. Moi, c'est quelque chose que j'ai tiré de mes parents. Mes parents ont tellement mis d'efforts dans tous les projets qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont, c'est grâce à eux-mêmes. Des fois, les Québécois sont un peu comme ça. Donc, c'est cette notion d'effort que je trouve des fois que les Québécois n'ont pas. Et des fois, ils sont un peu paresseux. C'est comme l'inertie un petit peu. Ils attendent que les choses changent pour eux. Alors, au moins, Karine fait certaines nuances. Elle dit, des fois, je trouve qu'ils sont paresseux. Elle ne ferme pas tout à fait la porte à l'idée qu'il y a quelques Québécois qui ne sont pas paresseux. Alors, merci Karine pour ta générosité. Les deuxièmes générations ne s'identifient généralement pas comme Québécois. Alors, si on se demande à des jeunes de deuxième génération, ah oui, j'oublie, je suis désolé. J'oublie ça constamment. Moi, une chose qui m'a beaucoup frappé, moi j'enseigne dans un collège, puis je suis déjà allé dans un de mes collègues donner un cours d'espagnol. Puis je suis allé dans le cours d'espagnol pour apprendre l'espagnol, puis c'était des jeunes de deuxième génération. Et on posait la question de donde eres. Puis on se pratiquait à dire soy de Canada, tu sais, ou soy de... Et quand on demandait à ces jeunes-là des donde eres, soy de Algérie. Soy de... Ils étaient tous nés ici, là. Il n'y a aucun qui a répondu qu'il venait du Canada. Dans leur tête, ils venaient de leur pays d'origine. Donc, s'identifier comme Québécois, ça leur passerait jamais par la tête parce qu'ils sont même pas conscients du fait qu'ils sont nés au Québec. Dans leur tête, ils sont nés, ils viennent d'Algérie. Je suis d'Algérie, même s'ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Alors, c'est très important, ça. Dans les représentations mentales, le Québec ne fait pas partie de la map. Alors, Louise, d'origine burundaise, dit « Je ne me sens pas vraiment québécoise. Politiquement, je dirais que je suis dans la catégorie « Black people ». Alors, politiquement, je suis noir. Politiquement, c'est intéressant cette phrase-là. Là. Politiquement, « Black people ». Bon.
J'appartiens à la communauté noire, mais je me considère vraiment burundaise de par ma culture. Sinon, je suis montréalaise. J'essaie de me détacher le plus possible de cette nation québécoise. Je la trouve toxique. Je me suis distancié, mais je reste informé. Carole, d'origine camerounaise. Jamais, jamais, jamais je ne me sens québécoise. 3 jamais. Vous voulez que ça soit clair, là. En aucun cas. Je suis montréalaise en tout temps, même si j'habite à Brossard. Et la dernière phrase, moi, je la trouve parlante. Là. Quand on me dit que je suis québécoise, je me sens insultée. Donc, c'est une insulte. Là. Dire que tu es québécois, c'est une insulte. Ça, c'est malheureusement pas des propos minoritaires des propos marginaux d'une petite minorité extrémiste. C'est des propos très répandus. Alors, les causes de ce que j'appelle la malintégration, la difficulté à s'identifier, à se voir comme faisant partie d'une communauté qu'on appellerait le Québec, je vais les explorer la question de ces causes-là à travers les interventions même de ces jeunes de 2e génération. Qu'est-ce qu'ils nomment, eux? Alors d'abord, les styles parentaux. Ça, c'est assez connu que les parents immigrés, qui sont des immigrants, vont avoir des attentes à l'égard de leurs enfants, souvent qui sont pas les mêmes ou qui sont plus, ils vont avoir plus de pression pour la réussite scolaire, par exemple, que pour les jeunes natifs. Dont les parents sont des natifs. Alors, Mona exprime assez bien ça. Mona d'origine guyanaise. Les noms, soit dit en passant, sont fictifs. Là. C'est pour ça que je n'hésite pas à les nommer. Là. C'est des noms fictifs. C'est pas les vrais noms. Par contre, c'est vraiment des gens qui ont dit ça. Donc, c'est juste ça qui est un peu différent. C'est les parents québécois, je dirais, qui voient leurs enfants comme des pères, tandis qu'il y a la grosse différence parents-enfants pour les immigrants. Alors ça, c'est nommé. Nous, avec nos parents, on a une relation d'autorité. On fait pas ce qu'on veut avec nos parents. On négocie pas avec nos parents. Vous, vos parents, c'est comme des amis. Alors ça crée des problèmes d'intégration à travers toutes sortes de mécanismes, tels que celui que Marie, d'origine haïtienne, nomme ici. Et là, on rentre dans un détail très concret et qui est très intéressant parce que on va y arriver progressivement. Les préjugés à l'égard des autres groupes, ça naît toujours du fait qu'il manque de contact entre les groupes. C'est toujours ça. C'est l'absence de contact, l'absence d'interaction dans un but commun. C'est systématiquement ça qui est à la base des préjugés. Et cette absence d'interaction dans des buts communs, dans le cas de jeunes personnes, ça prend des formes très concrètes comme ne pas coucher chez ses amis. Ne pas aller au parc avec des amis, des choses très, très pratico-pratiques comme ça. Donc, si on se pose la question de savoir comment favoriser l'intégration, comment favoriser l'émergence d'une identité commune, ben c'est peut-être sur des choses aussi bêtes que ça qu'il faut agir, là. Organiser des voyages en commun pour tous les jeunes en Gaspésie, qu'ils soient tous ensemble dans une auberge et qu'ils apprennent à se connaître. C'est peut-être des solutions comme ça qui vont nous aider plus que des formations antiracistes. Excusez. Alors, Mona, d'origine guyanaise... Donc, c'est vraiment... Marie, pardon. Les Québécoises allaient dormir chez leurs amis, sortaient et allaient au centre d'achat. Et moi, quand le soleil allait se coucher, je devais être à la maison. La première fois que j'ai fait une activité avec mes amis à l'école, j'étais en secondaire 3. On est allé au cinéma. Il fallait tout le temps que j'appelle mes parents. Mes collègues québécois n'ont pas ce genre de problème. La première fois que j'ai dormi chez mon ami, c'était à 19 ans. Et c'est parce que mes parents avaient rencontré ses parents. Alors, cette différence de style parental gêne la création d'amitié entre les groupes. Les attentes parentales sont également très différentes. Alors, Jenny, d'origine chinoise, le dit de manière on ne peut plus stéréotypée. « Je n'ai pas beaucoup de temps pour participer aux activités parascolaires car je dois me concentrer sur mes études. Tu sais, il faut que j'aie des bonnes notes pour pouvoir aller à un bon collège et ensuite à une université fameuse. » Je me demande quelle université? McGill, bien sûr. Alors, Tala, d'origine jordanienne, je me dis que j'ai déjà beaucoup dans mon assiette, j'ai beaucoup de travail à faire, je m'exclus un peu des activités et de l'intégration. Elle le dit elle-même, là. Il le dit lui-même. Je trouve que ça affecte peut-être mon expérience. Alors, j'ai tellement de choses dans mon assiette, mes parents me donnent tellement de pression que je n'ai pas le temps pour des activités qui me permettraient de m'intégrer. Donc, ça ne sera pas surprenant si Tala, plus tard, nous dit qu'elle n'a que des amis jordaniens. Il y a aussi la question des mises en garde parentales et la préférence pour l'endogamie. Alors, les mises en garde parentales, c'est un classique, là. Les parents, j'ai pas tourné mon...
Les parents, c'est un classique dans certaines communautés, comme on les appelle, vont mettre en garde leurs enfants contre le racisme systémique, vont dire à leurs enfants que leur vie va vraiment être plus compliquée, il va falloir qu'ils travaillent 2 fois plus fort pour avoir les mêmes choses que les autres. Donc, les mettre constamment en garde contre le racisme, contre l'oppression, les Blancs, les colons, le colonialisme, etc. Ça finit par avoir son effet. Alors, moi, je sais pas, j'essaie de me mettre dans la peau d'une personne d'une communauté à qui on a dit depuis que je suis tout petit que je vivais dans une société profondément raciste. Je crois que ça gênerait mon appréciation des personnes qui représentent cette société raciste, alors de manière assez naturelle. Alors, Anne dit « Mon père m'a toujours dit qu'un noir avec un bac équivaut à un blanc avec un DEC. Un noir avec une maîtrise équivaut à un blanc avec un bac. Un noir sans études ne vaut rien. » J'aurais envie de dire à Anne, un blanc sans études, ça vaut pas cher non plus. Carole, d'origine camerounaise. Mon père a toujours... Ici, c'est la préférence pour l'endogamie, donc il faut se marier à l'intérieur du groupe, puis les mariages entre les groupes sont proscrits. Alors, c'est vraiment pas les Blancs qui ont des problèmes avec les mariages interraciaux au Québec, c'est vraiment pas dans ce sens-là que ça va, là. Mais voici ce que dit Carole, d'origine camerounaise. Mon père a toujours tenu des propos du genre « Ah, tu dois marier un Noir. Non, tu dois marier un Camerounais. Non, tu dois marier un Djang. Ah, bon, un Noir, ça va aller. Mais je sais que si un jour je ramène un Blanc, tout le Cameroun en sera informé. Ma cousine s'est mise en couple avec un Français et mon père n'est pas bien avec ça. Il m'a dit « Ne nous fais pas ce coup-là. » Alors, on s'entend que des attentes parentales de ce type-là, ça ne va pas favoriser l'intégration et l'émergence d'amitiés harmonieuses et spontanées entre les groupes. Une autre cause qui est identifiée par les jeunes de deuxième génération pour expliquer leur désamour du Québec, ce sont les choix politiques du Québec qui nous marquent et qui nous différencient beaucoup du reste du Canada. Alors, Ali, d'origine égyptienne, dit, c'est pas une citation d'Ali ici, il dit qu'il se souvient pas d'avoir été discriminé, mais que la loi 21 est un exemple de discrimination dans la province pour lui. Donc, la loi 21, on n'a pas fini d'en entendre parler. Quand le Parti libéral va reprendre le pouvoir, ce qui est écrit dans le ciel, oui, vous n'êtes pas avec la même place que moi, hein? Excusez, c'est comme ça ne me rentre pas dans la tête, on dirait. Je suis désolé de ça. Quand la loi 21 va être... le Parti libéral va reprendre le pouvoir puis il ne va pas réappliquer la clause de dérogation, la loi 21 va tomber. On va néanmoins en entendre parler pendant des décennies de cette loi-là parce que du côté des jeunes de deuxième génération, c'est un casus belli. C'est une cause de guerre avec le Québec. Ils vont être incapables d'avaler cette loi-là, puis ça va être des adversaires politiques du Québec français, je pense, pour une très longue durée. On n'a vraiment pas fini d'en entendre parler. Par ailleurs, je suis favorable à cette loi personnellement, mais il faut bien reconnaître ça, que politiquement parlant, ce n'est pas facile. Alors, Gabriel, d'origine haïtienne, dit « Moi, dans ma tête, un Québécois, comme je le vois, c'est les espèces de partisans du Parti québécois, pro-charte, la charte des valeurs aussi, qui sacrent, qui prennent de la bière, qui sont sur le bien-être social. Dans ma tête, c'est cette espèce de stigmate. Ben là, c'est sûr qu'il y avait cette espèce de haine des Québécois de souche. Donc, lui, il le dit ouvertement, là. C'est sûr que dans ma gang d'Haïtiens, il y a une haine des Québécois de souche. Ça va de soi, là. Ben oui, c'est sûr. Admettons qu'ils sacrent, là, pis ces affaires-là. Fallait pas être comme eux. Ça, c'est sûr et certain. Fallait pas être comme eux. Quand même fort, là. L'expérience de l'intolérance est aussi nommée par ces jeunes. Alors, évidemment, ces jeunes vont être victimes d'intolérance, d'ignorance, de racisme, de micro-agressions, de tout ça. Et alors ça, c'est évident que ça fait partie des causes. Et le commissaire a une constatation intéressante à ce sujet-là. Il dit, c'est pas parce que ça arrive pas souvent que ça marque pas profondément. Ça, il faut s'arrêter là-dessus puis y réfléchir. Alors, si on dit, ben là, le racisme n'est pas si fréquent que ça quand même, non, mais est-ce que tu as vraiment besoin souvent de vivre une expérience raciste pour que ça te marque profondément et que ça t'amène à te distancier intérieurement du groupe majoritaire? Ben peut-être pas. Alors, ce point-là est intéressant. Moi, c'est venu toucher une corde là, chez moi, ça, quand même. Alors, Mouna, d'origine tunisienne, dit « Des fois, je me suis fait attaquer dans les rues parce que les gens pensaient que je représentais l'islam. Une fois, une vieille madame avec son amie, elle a dit à son ami « Regarde encore une autre avec son mouchoir. » Alors, ce genre d'expérience-là, c'est très souvent nommé par les jeunes de deuxième génération comme étant une cause de leur incapacité et de leur non-volonté à s'identifier au Québec français. Le sentiment d'exclusion en fait partie également. Alors ici, on verra que ça va dans les deux sens. Les jeunes de deuxième génération, souvent, pas toujours, souvent se sentent racialisés
par les Québécois, se sentent ramenés à leur couleur de peau. Et souvent, ça prend la forme, des formes qui peuvent être assez anodines. Dire, ah, t'es Québécois, t'es Québécoise, puis on est étonné parce que t'as la peau noire. Parce que... Alors, dans la tête de ces jeunes-là, ça veut dire, ben, un Québécois a la peau blanche. Puisque j'ai pas la peau blanche, je peux pas être un Québécois. Et cette expérience de la racialisation va être intériorisée et ça va mener à une auto-racialisation. On dit, ben non, mais je suis pas Québécois, puis je veux pas être Québécois parce que je suis pas blanc, puis c'est les Québécois qui sont blancs. Donc, ça va aller dans les deux sens. Donc, ici, Amanda raconte une histoire de ce type-là, qu'elle dit « Je peux pas m'identifier comme Québécois parce que ma couleur de peau fait de moi une enfant d'immigrant. » C'est la dernière phrase ici. C'est la couleur de peau qui fait de moi une enfant d'immigrant. Et c'est quelque chose qu'elle voit dans le regard des gens. À tort ou à raison, probablement en partie à raison, elle voit ça dans le regard des gens et ça finit par faire partie de ses constructions identitaires. Une autre cause très souvent nommée, c'est le contraste avec le Canada anglais et les anglophones. Entre Montréal et le reste du Québec, le ROC, R-O-Q. Alors, clairement, le Canada anglais est utilisé dans des comparaisons avec le Québec qui tournent systématiquement en défaveur du Québec. Et Montréal est plutôt vu comme étant une partie du Canada que comme une partie du Québec par ces jeunes de deuxième génération qui vont donc s'identifier d'abord, de manière générale, d'abord à leur groupe racial ou ethnique, ensuite à Montréal et peut-être au Canada. Alors, l'identité, ça va être ça. Il n'y aura aucune identification au Québec pour la plupart d'entre eux. Alors, par rapport au Canada anglais, le Québec souffre toujours de la comparaison. Anne, d'origine camerounaise, le dit très clairement. Moi, je vois du racisme systémique tous les jours, mais à Toronto, il y en a beaucoup moins. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de lire ça plus longtemps. L'idée est assez claire, là. Elnaz, d'origine iranienne, elle dit, on va le lire au complet, ça, tellement j'ai trouvé ça frappant, là. Alors, Elnaz, elle, est très, très mal à l'aise au Québec parce qu'il y a trop de blancs. Puis, par rapport au Canada, le Canada, en comparaison, a l'air mieux parce qu'au Canada, il y a plus de diversité. Alors, et au Québec, il y a trop de blancs francophones, tandis que dans les cégeps anglais, ça ressemble plus au Canada, puis il y a plus de diversité, donc elle se sent plus à l'aise. Donc, Elnaz nous dit, après le secondaire, la première chose que je me disais, c'est le temps d'aller en anglais. Alors, pour plusieurs jeunes de deuxième génération, ils sont obligés d'aller à l'école en français à cause de la loi 101, au primaire, au secondaire, mais dès qu'ils le peuvent, ils sacrent leur camp dans le système anglophone, ils vont à Dawson. Ça, c'est peut-être une des raisons principales pour étendre la loi 101 jusqu'au cégep. Mais quand même, j'ai fait 2 examens, un pour un cégep français et l'autre pour un cégep anglais. Je suis allé faire mon examen français. Au milieu de l'examen, comme dès que je suis rentré, j'ai vu des gens. J'étais vraiment perturbé là-bas parce que c'était tous des francophones, des Québécois. Il n'y avait pas vraiment des immigrants du tout. Puis je me sentais comme, j'ai pas aimé l'atmosphère, j'ai rien aimé. Ils étaient vraiment, je ne sais pas comment dire, je veux pas être raciste, mais ils étaient vraiment trop. Ils parlaient tellement fort, ils étaient bruyants. J'ai pas aimé du tout. J'ai dit à mon papa, non, je ne voulais même pas faire mon examen, je suis parti. Je me sentais, je ne sais pas, étouffé. Quand je suis rentré à mon collège anglophone, je me suis dit, ah, c'est différent comme la nuit et le jour. Donc, juste cette expérience-là, on l'entend souvent, des jeunes de deuxième génération, quand ils sont avec des Québécois blancs, ils se sentent étouffés. Juste trop de blancs, ça les... Alors, en comparaison de ça, Dawson, Alors, Maude, d'origine vietnamienne, nous dit, et ça c'est très, très, très représentatif de ce que pensent beaucoup de jeunes de deuxième génération, il faudrait que je différencie encore Montréal versus le Québec. Comme en dehors de Montréal, je les trouve très fermés d'esprit, très québécois pur laine. Moi, ça me rejoint moins. Je les trouve à la limite racistes, mais racistes comme ignorants. Alors, tous ces sentiments-là ont été mis en dessin par le génial et subtil, sympathique, caricaturiste de Gazette, Esselin. Alors, il avait fait une caricature, ça m'a pris longtemps à la comprendre. Je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Je vais vous la montrer. Alors, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à gauche, c'est bien, puis à droite, c'est mal. Donc, à gauche, c'est divers, il y a de la diversité, puis ça, c'est bien, puis à droite, c'est de l'homogénéité, puis ça, c'est pas bien.
Alors ça, dans The Gazette, on met une caricature comme ça, puis apparemment, on s'attend à ce que les gens comprennent le sous-texte. Parce qu'il y a un message derrière cette caricature-là. Mais c'est quoi le message? Alors, ouais, alors il y a un message derrière ça. Alors, notre jeune femme qui a fait Elnaz, si tu la mets à droite avec The Rest of Québec, étouffe. Si tu la mets à gauche avec de Montréal, elle est heureuse. Alors voilà. Alors tout ça, ça mène à une racialisation de l'identité québécoise. Et ça, c'est une cause qui est souvent nommée comme étant la raison derrière l'incapacité de se définir comme Québécois ou le refus de s'intégrer au Québec français. C'est je suis pas blanc. Je peux pas être Québécois, je suis pas blanc. Les Québécois sont blancs. Alors, ça, je l'ai... Oui, c'est bon. Alors, Brenda, d'origine anglo-caribéenne, elle a dit, ça peut pas être plus clair que ça, bien que je sois née au Québec, je ne suis pas une Québécoise. Je ne le suis pas. Moi, j'aime comment ils insistent, que ça soit clair, là. Je suis pas québécoise. 1, parce que je suis noir. 2, parce que je suis pas francophone. C'est assez clair. Je suis pas québécoise, je suis noir et anglophone. Alors, c'est ça. Yann, d'origine anglo-caribéenne, lui, je l'aime beaucoup. Yann dit ça, la souveraineté, ça, c'est strictement des Blancs français. Si je vois une personne noire dans le teint de la souveraineté, c'est un traître. Quelqu'un ici devrait prendre des notes, là. Et par conséquent, si l'identité québécoise est racialisée, c'est pour les Blancs francophones, ça va mener à un rejet de l'intégration en tant que telle. Alors, l'idée même d'intégration est vue comme étant inacceptable par un grand nombre de jeunes de deuxième génération. C'est hors de question que je m'intègre. L'intégration, c'est une forme de trahison. Et les gens de ma communauté qui sont intégrés sont des traîtres. Ils ont une tare. Et ces gens-là, souvent, vont être ostracisés, puis ils vont être blâmés pour leur intégration et leurs efforts d'intégration. Alors, Chantal, d'origine burundaise, le dit, « J'ai grandi à Saint-Bruno. » Oui, change, excusez-moi. D'habitude, j'ai un assistant pour faire ça, mais là, il était malade. Donc, j'ai grandi à Saint-Bruno, dit Chantal, et ça, c'est important. Les jeunes de deuxième génération qui ont grandi en dehors de Montréal ont une autre expérience que ceux qui sont nés à Montréal. C'est très différent. En dehors de Montréal, il y a des pressions à l'intégration qui sont beaucoup plus fortes. C'est une question de quantité, hein. Donc, si tu es né en dehors de Montréal et que tu étais pas mal tout seul de ta communauté dans l'école, tu étais obligé de t'intégrer, là. Donc, typiquement, tu vas parler avec un accent québécois. Mais si tu es né à Montréal, dans un quartier où ceux que tu ne voyais jamais, c'était les Blancs, ben là, l'intégration va être quelque chose de plus difficile, voire même d'impensable et voire même d'indésirable. Alors, Chantal nous dit, une fois au cégep à Montréal, une Haïtienne m'a dit qu'à cause de mon accent, j'avais l'air d'une Noire adoptée par des Blancs. J'étais un biscuit Oreo. On riait souvent de moi parce que je parlais comme une Québécoise. Donc, comme vous le savez, l'accent québécois est méprisé par le monde entier, en fait, puis en particulier par les jeunes de deuxième génération. Notre accent, pour eux, c'est ridicule, puis c'est un signe d'arriération. Alors, Jessica, d'origine haïtienne, dit « Il y a du monde que j'appelle du monde du Nord et ils vont avoir une conversation avec moi et ils vont être « Toi, tu habitais où? » Toi, tu es une Québécoise. Tu es vraiment une Haïtienne québécoise. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est clair que c'est péjoratif de dire ça. Ça a une connotation négative. Toi, tu es une Haïtienne québécoise. Ça, avec un petit regard de mépris, là. C'est négatif, se faire dire que tu es Québécois quand tu appartiens à une communauté. Et finalement, Anna, d'origine camerounaise, je me compare à mes frères et mes sœurs. On est 4 à la maison et on vit la même situation d'enfants nés ici au Canada, mais très différemment. Si je peux me permettre l'expression, mon frère ici présent, c'est le plus québécois de la famille. C'est vraiment le mieux intégré. Même si on est tous nés ici, lui, c'est vraiment la personne qui vit le mieux la situation. C'est notre white. C'est lui qui a les amis québécois et qui nous ramène ça à la maison. Bon. Alors ça, malheureusement, je suis pas allé chercher des... j'ai pas fait de sélection perverse là, dans la masse. J'en ai choisi qui étaient particulièrement parlantes, là, on s'entend. Mais si vous voulez être convaincu de l'ampleur du phénomène, allez consulter les 2 rapports. C'est une lecture vraiment pas facile. Alors,
Mais nous, là, mon but, c'est pas comme d'envenimer inutilement la situation, parce que là, ce qu'il faut se demander, à mon avis, il faut regarder ça en face, là. Les problèmes au Québec, le déficit d'intégration est abyssal, là. C'est abyssal, puis ça va pas aller en s'améliorant, là. Ça va être de pire en pire, puis une des causes principales du déficit d'intégration, c'est qu'il n'y a plus de besoin de s'intégrer. Plus les diasporas grossissent, moins il y a des raisons objectives pour s'intégrer. Alors là, on est carrément rendu à la création de mini-communautés, de mini-États indépendants presque là, à l'intérieur du Québec. Ça va vraiment pas aller en s'améliorant avec les politiques d'immigration du gouvernement fédéral. Alors, faut regarder ce phénomène-là en face. Là. On peut se mettre la tête dans le sable, mais éventuellement, même dans le sable, on va finir par le voir. Là. Alors, pourquoi c'est comme ça? Et si on veut espérer améliorer la situation puis travailler au vivre ensemble dans un monde multiculturel où l'immigration massive est une réalité dont on ne va pas s'échapper tant aussi longtemps qu'on n'aura pas fait la souveraineté, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut comprendre pourquoi il en est ainsi. Alors, c'est là que le rapport du commissaire est surtout intéressant. Il identifie des causes. Et la cause principale, c'est la ségrégation. Oui. Alors, et la ségrégation, il faut l'entendre, c'est pas la ségrégation au sens des lois de Jim Crow, là, c'est la séparation des groupes ethno-culturels. Le regroupement interethnique, les groupes ethniques ont tendance à se regrouper ensemble sur les lieux de résidence, dans les lieux de travail, à l'école, dans les loisirs, dans la consommation culturelle, etc. Et c'est cette séparation-là entre les groupes qui grandit à mesure que les diasporas grossissent, qui engendre des préjugés, des mécompréhensions, des malentendus. Et ici, le commissaire fait référence à des études d'un psychologue qui est peut-être un des pères fondateurs de la théorie des préjugés, qui est Gordon Allport. Et Gordon R. Allport est connu pour sa théorie du contact. Alors, pour Allport, les préjugés, c'est un produit naturel du cerveau humain. Là. Le cerveau humain produit des stéréotypes et des préjugés au sujet non seulement des personnes, mais même des objets, là, dans le but de savoir comment se comporter à leur égard. Et les préjugés sont des idées à moitié fausses, qui peuvent avoir un certain fondement ou non. L'important, c'est que ça nous permet de nous repérer dans notre environnement. Et si on veut réduire les préjugés, il n'y a qu'une solution, c'est par la mise en contact des gens différents dans un même milieu, mais surtout avec un objectif commun. Si on met des gens en contact sans objectif commun, ça empire les préjugés. Alors, l'idée d'inclure, l'inclusion, là, on met ensemble des gens dans un même milieu, mais sans les faire travailler un objectif commun, ça peut rendre les choses encore pires. Alors, il y a des études qui montrent ça, que les quartiers multiethniques ne vont pas bien. Dans les quartiers multiethniques, la confiance est plus basse qu'ailleurs. Alors, c'est là que le bas blesse au Québec. La ségrégation entre les groupes est de plus en plus grande. Alors, elle n'est pas là, il faut que j'aille vite parce que j'ai pris plus de temps que je croyais. Mais la ségrégation est de plus en plus grande et on l'a calculé, il y a un indice qu'on appelle le taux d'exposition. Alors, on a calculé quel était le taux d'exposition d'un jeune de deuxième génération à des personnes de troisième génération et plus, donc à des Québécois de souche. Le taux d'exposition, c'est 0.1, 0.2, 0.3. Donc, le taux d'exposition dans certains quartiers de Montréal, dans les quartiers les plus ethniques, on va dire, le taux d'exposition moyen est de 0.10. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Ça veut dire que si un jeune de deuxième génération rencontre un étranger, il n'y a que 10% des chances que cet étranger-là soit un Québécois de souche. Donc, 9 fois sur 10, c'est une personne de son groupe ethnique ou d'un autre groupe immigrant. Alors, c'est vraiment peu. Ça, c'est les quartiers les plus ségrégés. La moyenne à Montréal, et là, c'est une moyenne générale, j'aurais fait des petites nuances, mais une moyenne générale pour les lieux, on fait une moyenne des lieux de travail, des lieux de résidence, des lieux à l'école, c'est 0.3. Donc, 7 fois sur 10, quand tu interagis avec un étranger au dépanneur, avec un professeur, 7 fois sur 10, ça va être une personne de ton groupe ethnique. Pour les Québécois francophones, dans la région de Montréal, le taux d'exposition est 0.5. Donc, quand tu interagis avec un étranger, il y a une chance sur 2 que ce soit un Québécois de souche. Et ça, c'est parce que les Québécois francophones de souche ont tendance à vivre dans des villes assez homogènes, dans des banlieues assez homogènes et de plus en plus en dehors de Montréal. Donc, à Otterburn Park, par exemple, tout le monde vote pour le Bloc. Là, il va falloir que je renvoie aux études parce que la solution au problème de ségrégation qui engendre des préjugés, c'est toujours la même, c'est l'intégration.
Donc, il faut intégrer les gens ensemble dans des milieux communs, avec des activités communes, dans un but commun. Et c'est intéressant de savoir que l'indice d'exposition, le taux de ségrégation, n'est pas le même dans tous les milieux. Et là où il y a le plus d'espoir, ce sont les milieux de travail. Les milieux de travail sont les milieux les mieux intégrés à Montréal. Alors, s'il y a un espoir de favoriser des ponts, des rapprochements entre les gens, dans les milieux de travail, ce sera un bon endroit pour agir. Dans les écoles, c'est hautement ségrégé, les écoles, mais ça donne que le gouvernement a un pouvoir sur les écoles et aurait le pouvoir de déplacer les populations à travers les écoles, de les déségréguer avec des systèmes d'autobus et de transport. Il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait être fait à ce niveau-là. Et pour les quartiers résidentiels, Montréal, là-dessus, on peut quand même se réjouir. Montréal ne comporte pas beaucoup de ghettos ethniques comme à Toronto. Donc, à Toronto, en banlieue de Toronto, il y a carrément des villes pakistanaises. Tu n'as pas ça à Montréal. Par contre, à Montréal, tu retrouves des villes, des quartiers multiculturels où il y a assez peu de blancs francophones et des quartiers blancs francophones où assez peu multiculturels. Donc, la division au Québec se fait plutôt entre les immigrants qui sont, ou les issus de l'immigration qui sont ensemble, la diversité ensemble versus les blancs francophones de l'autre côté. C'est comme ça que la division se fait. Alors qu'ailleurs, elle se fait carrément entre les groupes ethniques. Donc, au Québec, ça ne se présente pas de la même façon. Les solutions pourraient être différentes. Alors, je pense que justement, pour la question des solutions, puis comment des gens ont vécu ça dans leur quotidien, dans leur vraie vie, je pense que c'est le temps de céder la parole aux panélistes. Merci pour votre attention.